Bon, on va démarrer. Rebonjour à tout le monde, à toutes et tous. Bonjour. Merci d'être présents. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Guillaume Tissot, je suis chargé des relations entreprises. Pour une partie d'entre vous, vous me connaissez déjà puisque on travaille ensemble sur vos filières et puis notamment en coaching. Aujourd'hui, voilà, on a décidé d'organiser ce webinaire puisque vous êtes tous en recherche d'entreprise. Certains parmi vous sont déjà à la moitié de leur parcours. Donc, ça nous semblait le moment opportun pour organiser ce webinaire, pour répondre à vos questions et également voilà, faire appel à Agnès Calandret, donc, qui est une professionnelle des ressources humaines, qui va pouvoir donc faire une présentation et répondre justement aux questions que vous avez pu poser lors de l'annonce de ce webinaire. Ça fait partie également de notre volonté de vous accompagner davantage dans votre recherche d'entreprise. D'accord. On sait que c'est voilà, un moment particulier, donc on veut vous accompagner jusqu'au bout et davantage. Pendant ce webinaire, vous aurez l'opportunité de poser vos questions en lien avec la thématique de ce soir. Donc, vous pouvez voir en bas de votre écran, vous avez un petit onglet Q&A, donc c'est questions et réponses, à côté du bouton discussion. Vous pourrez y poser vos questions que moi je vais récupérer et après la présentation d'Agnès, je pourrai lui poser directement en live et elle pourra également y répondre au maximum. Voilà. Évidemment, donc ce webinaire est une première de ce genre. On n'exclut évidemment pas d'en organiser un deuxième prochainement. Donc évidemment, tenez-vous bien au courant. Puis écoutez, je laisse la main à Agnès donc, pour démarrer ce webinaire. Merci et à tout à l'heure. Merci Guillaume. Bonsoir à tous. Je suis impressionnée. Vous êtes 80 participants à ce webinaire si j'exclus les personnes qui font partie du staff de Next. Alors, j'ai été sollicitée par Next pour pouvoir partager avec vous ma vision du recrutement et pour vous donner quelques conseils en tant que DRH dans le domaine de façon à faciliter votre recherche d'alternance dans une période qui n'est pas facile, qui est une période qu'on vit tous de manière plus ou moins positive. C'est clair que chercher une alternance, c'est déjà difficile parce que les candidats sont nombreux, mais de surcroît dans un contexte tel qu'on le vit aujourd'hui, ça rend je dirais, les démarches plus compliquées. Et donc, c'est la raison pour laquelle Next a souhaité me solliciter de façon à ouvrir un débat, un espace de partage de mon point de vue. Et puis, dans un deuxième temps, je tenterai de répondre à vos questions que Guillaume me soumettra. Donc, un quart d'heure de présentation, je vais être assez synthétique. Et puis ensuite, l'objectif, c'est de pouvoir échanger dans les 40 ou 45 minutes qui nous restera à passer ensemble. Alors, tout d'abord, petite bio, parce qu'il m'a semblé important. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés sur LinkedIn, parce que j'ai un profil LinkedIn. Ça fera aussi partie des conseils que je vais vous donner par la suite. Donc, qui suis-je? Moi, pour être tout à fait transparente, j'ai 51 ans. Je suis diplômée d'un Master 2 en ressources humaines que j'ai fait à l'IAE d'Aix-en-Provence. Alors, à l'époque, ça s'appelait DESS, donc les choses remontent à il y a fort longtemps. Et puis, je suis coach professionnel, donc j'accompagne à la fois des équipes, mais également des personnes dans, je dirais, leur contexte professionnel ou personnel pour les aider à progresser et avancer je dirais, dans leur chemin de vie. J'ai passé 25 ans en qualité de directrice des ressources humaines, donc en tant que salariée dans des environnements français et internationaux. J'ai travaillé pour des entreprises de renom comme Bouygues ou Europcar notamment, et j'ai pu officier dans des domaines, des secteurs d'activité assez diversifiés, mais je dirais avec une connotation service relativement forte, donc notamment dans les domaines des télécoms, informatique, prestations intellectuelles. Et puis, il y a 2 ans de cela, j'ai décidé de sauter le pas et de créer ma société. Donc aujourd'hui, je travaille pour mon propre compte et je propose mes compétences, je dirais mon expérience professionnelle auprès de
plus petites entreprises que celles dans lesquelles j'ai été amenée à travailler auparavant, qui n'ont pas forcément je dirais, les moyens de financer un poste de DRH à temps plein, mais qui ont quand même des besoins. Donc, je travaille en tant que DRH à temps partagé, consultante ressources humaines et puis coach. Et puis, je fais également de la formation auprès d'écoles d'ingénieurs. Et puis là, c'est une première pour moi pour Next. J'espère que ça nous donnera l'opportunité de faire d'autres présentations de ce type. Alors, concernant la thématique qui nous occupe aujourd'hui, je vais être assez, peut-être décevoir certains d'entre vous, puisque en fait, je n'ai pas de baguette magique pour vous permettre de décrocher un bon job, mais j'ai plutôt préféré vous rappeler ou vous communiquer un certain nombre de principes, de méthodes qui sont éprouvées, qui ont démontré leur efficacité, puisque je les ai moi-même utilisées. Donc, je partage aussi mon expérience personnelle. Et j'ai souhaité faire un parallèle, puisque je parlais d'adversité, une période qui est compliquée. J'ai souhaité faire un parallèle entre cette recherche d'alternance, qui est en fait une recherche d'emploi, et je dirais, la préparation, la méthode qui est mise en œuvre pour les sportifs de haut niveau. Et donc, c'est dans cette mouvance-là que j'ai décidé de faire ma présentation et je vous propose de la faire en traitant 4 ou 5 thématiques, je ne sais plus. Donc, privilégier le marathon au sprint. Je pense que j'imagine que dans les participants de ce soir, il y a un certain nombre de coureurs. Donc, vous verrez qu'au travers de ce que je vais vous présenter, la recherche d'emploi, c'est plus un marathon qu'un sprint. Le sprint, on risque de ne pas tenir la distance. Se préparer, un sportif, il se prépare et une recherche d'emploi, elle se prépare. S'entraîner. On ne peut être performant, fluide, percutant et convaincant dans sa recherche qu'à partir du moment où on est entraîné à faire face aux objections, entraîné à être fluide dans son discours, entraîné à être en capacité de pouvoir présenter son projet professionnel de manière précise. Cultiver la chance, alors aussi curieux que ça puisse paraître, mais la chance, ça se cultive. Le hasard n'existe pas et la chance se cultive. Et je vous dirai pourquoi par la suite. Et puis, un dernier point, c'est analyser sa performance. Et je pense que là, si vous suivez l'ensemble de ces 5 grandes thématiques, il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à bon port, à savoir, vous ne réussissiez pas à décrocher votre mission en alternance. Alors, première thématique, privilégier le marathon au sprint. Un des principes fondamentaux pour moi, c'est de se fixer des objectifs. Alors, par objectif, et j'ai volontairement mis un S, par objectif, j'entends à la fois l'objectif professionnel, mais les objectifs en termes de nombre d'appels que vous allez passer pour contacter les entreprises, nombre d'annonces auxquelles vous allez répondre, nombre de candidatures spontanées que vous allez envoyer. Pour moi, se fixer des objectifs, c'est fondamental parce que c'est une façon de donner du rythme à vos actions et de vous évaluer de manière hebdomadaire ou de manière mensuelle pour savoir si vous êtes sur le bon trend, pour savoir si vous êtes dans la bonne dynamique. Deuxième principe fondamental pour moi, au travers de cette thématique de privilégier le marathon au sprint, c'est de maîtriser les techniques de recherche. Donc, maîtriser les techniques de recherche, ça passe de comment identifier des offres sur les réseaux sociaux, quels sont les différents canaux auxquels je dois être connecté, comment se mettre des alertes, comment répondre aux annonces également. Il y a certaines façons de répondre aux annonces, comment je rédige je devrais dire mes CV et mes lettres de motivation. Tout ça, c'est des techniques sur lesquelles vous devez être compétent.
Troisième fondamental, pardon, c'est de faire preuve de régularité. Le marathon, quand on court un marathon, c'est 42,3 km de mémoire, ou 42,7, je ne sais plus. Quand on court un marathon, on s'entraîne et on s'entraîne de manière régulière et on s'entraîne progressivement. Et c'est essentiel quand on entame une recherche d'emploi, d'être régulier dans ses actions, de ne pas faire de stop and go. Faire du stop and go, c'est comme si vous repartiez à zéro à chaque fois que vous recommencez à envoyer des candidatures, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un rythme qui va vous permettre à un moment donné de capitaliser sur les actions que vous avez menées auparavant. Quatrième point qui est important, ça va avec la régularité, c'est l'endurance. Je vous ai mis volontairement une petite item du lièvre et la tortue. Et donc, le principe, la baseline du lièvre et la tortue, c'est rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc, il faut se préparer, fixer ses objectifs et puis tenir la distance. Dernier point, garder confiance. C'est un point qui est fondamental. La période qu'on vit aujourd'hui est très difficile. Des échecs, des refus, vous allez en avoir. Des candidatures qui n'obtiendront jamais de réponse, vous en aurez également. À la décharge des entreprises, elles reçoivent énormément de candidatures quand elles postent une annonce. Et on verra que l'annonce, ça fait partie des leviers pour trouver un job, mais ce n'est pas le seul. Donc, gardez confiance, il faut que vous partiez avec un état d'esprit et dire je vais bien évidemment, on va me claquer la porte au nez dans certains cas, je ne vais peut-être pas forcément avoir de réponse, mais ça va tomber. Si vous gardez confiance, gardez espoir que vous êtes, je dirais, dans une logique de régularité et vous êtes professionnel dans les méthodes que vous mettez en place, ça tombe, automatiquement ça tombe. La deuxième thématique que je souhaitais aborder, donc ça va avec la préparation sportive, la préparation mentale, donc c'est de bien se connaître et d'être aligné avec son projet professionnel. Il faut que vous vous posiez la question de savoir quel pourrait être le trait d'union compréhensible par un autre que vous-même qui existe entre qui vous êtes, ce que vous avez fait ou réalisé dans votre passé jusqu'à présent et votre projet professionnel. L'interlocuteur que vous allez avoir en face de vous, il a besoin de comprendre quelle est la cohérence de votre démarche. Votre projet, il parle de vous et de qui vous êtes, et c'est ce qui vous différencie. Dans les questions que Margot m'a communiquées, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de comment faire la différence, comment se différencier. Basiquement, on est tous humains, mais on est tous différents. Et l'objectif, c'est que vous puissiez, au travers de cette préparation, parler au mieux de ce qui vous différencie. Quelles sont vos spécificités? Pour explorer qui vous êtes, vous pouvez vous poser des questions qui sont quelles sont les raisons qui m'amènent à faire la formation que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce que je souhaite faire ou ne pas faire? Qu'est-ce que je veux devenir dans 5 ans, dans 10 ans? Quels sont les professionnels que j'admire? Dans mes professeurs, mon entourage professionnel, personnel, les personnalités publiques qui me marquent. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce qui compte pour moi? Quels sont les objectifs qui me guident dans ce que j'entreprends au quotidien? Est-ce que c'est je veux à tout prix gagner beaucoup d'argent? Est-ce que c'est je veux préserver un équilibre de vie professionnel et personnel? Est-ce que c'est je suis sensible aux relations humaines? Tout ça, ça fait partie je dirais, des points sur lesquels vous avez besoin de réfléchir et que vous avez besoin à un moment donné d'être clair par rapport à ça. Ce sont des questions qui vont vous être posées en entretien. Donc, cette préparation-là, elle est essentielle. Vous pouvez aussi vous référer à ce que vous faites pendant votre temps libre. Les associations, les actions dans lesquelles vous êtes impliqué, les sports que vous faites régulièrement. En quoi cela parle de qui vous êtes et de ce que vous aimez? Quel lien vous pouvez faire avec vos choix d'orientation et les métiers que vous visez? Vous pouvez aussi montrer que vous n'avez pas choisi l'alternance par hasard.
On sait en tant qu'employeur que l'alternance, c'est compliqué de pouvoir jongler entre des responsabilités professionnelles et puis des cours et puis des examens. Et le recruteur qui sera en face de vous, il a besoin d'être rassuré sur le fait que vous êtes aligné, que vous avez bien conscience que ça va vous demander un investissement personnel qui est supérieur à une personne qui est en formation continue et que vous êtes motivé pour ça. Deuxième point qui est fondamental dans la préparation, c'est de pouvoir faire l'inventaire de ses compétences et les illustrer par des exemples concrets. Une autre question qui est revenue assez régulièrement, c'est, je ne sais pas si je vais être très précise dans la façon de la reformuler, mais il y avait beaucoup d'interrogations sur le comment faire valoir, comment trouver un job, comment trouver une alternance alors que je n'ai pas d'expérience. Sur quoi les entreprises vont pouvoir faire la différence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes familier de cette expression-là, mais on parle de soft skills. Donc, ce sont les compétences comportementales qui sont une clé indispensable à l'embauche. Donc, 60% des employeurs estiment que les compétences comportementales sont plus importantes que les compétences techniques. Et elles le sont d'autant plus quand on est comme vous, sans expérience professionnelle préalable, mais vous avez fait des choses, vous n'avez pas attendu d'arriver chez Next pour entreprendre des choses dans votre vie associative, au lycée, vous n'avez pas attendu d'être chez Next pour faire partie d'une association sportive, une association caritative ou quoi. Et ça parle de vous, ça. Et au travers des actions que vous avez pu mener, vous avez dégagé un certain nombre de soft skills qui sont notamment, je prends la liste, parce que je les ai sous les yeux, les capacités à s'organiser, à prioriser les tâches, une capacité d'adaptation. Vous avez développé une certaine autonomie, un sens des responsabilités. Vous avez pu, au travers de vos expériences personnelles, tester ce qu'est de travailler en équipe et les difficultés en quoi cela consiste, etc., etc. Tout ceci, vous pouvez, au travers de votre préparation, en faire un inventaire et au travers d'exemples concrets, parce qu'il ne s'agit pas de dire oui, je suis autonome, oui, je suis curieux, oui, je sais prendre des initiatives. Votre recruteur, il va avoir besoin que vous lui démontriez, au travers d'illustrations et d'exemples concrets, que c'est effectivement le cas, puisque vous avez expérimenté cette soft skill-là au travers de votre expérience personnelle. Ensuite, il va s'agir d'identifier les entreprises et les missions cibles. Donc, c'est important au travers je dirais, de cette préparation et de pouvoir sélectionner les secteurs d'activité sur lesquels vous avez envie de vous essayer ou que vous avez envie de contacter, parce que c'est des secteurs d'activité qui vous correspondent davantage. Et puis, il ne faut pas se le cacher, il faut regarder aussi les secteurs d'activité qui embauchent, puisqu'aujourd'hui, on est dans un contexte économique un peu tendu. Donc, certains secteurs d'activité comme l'aéronautique, même si des entreprises comme Safran continuent d'embaucher des alternants, certains secteurs d'activité souffrent plus de la crise sanitaire que d'autres. Il y a des secteurs qui se portent bien aujourd'hui. Donc, identifiez-les. Ces cibles, elles peuvent être à géométrie variable. Vous pouvez avoir des groupes et puis vous pouvez aussi avoir tout un volant de PME, PMI, sous-traitants qui gravitent autour de ces grands groupes et qui peuvent aussi avoir des besoins. Donc, ne pas hésiter au travers d'une cible, d'un secteur d'activité à contacter les grandes entreprises. Mais je pense que vous le savez tout comme moi, vous ne serez pas les seuls à contacter les grandes entreprises et à élargir progressivement votre cible en touchant leurs prestataires et puis les autres, je dirais, les autres entreprises qui gravitent autour. Dernier point qui touche à la préparation, mais c'est rédiger. Alors, vous remarquez que là, j'ai mis un S, rédiger les CV et les lettres de motivation personnalisées, puisqu'en fait, c'est au travers des entreprises que vous allez cibler que vous allez pouvoir déterminer au travers d'une recherche, et on en reparlera juste dans la slide d'après, que vous allez pouvoir adapter vos CV et vos lettres de motivation. Il
crois que ça faisait partie de mémoire des questions qui ont été posées. La réponse est oui, il faut que vous ayez un CV qui soit personnalisé, il faut que vous ayez une lettre de motivation qui corresponde aux besoins de l'entreprise que vous allez contacter. Ça, c'est capital. Troisième étape de ce parcours du combattant, de ce parcours de marathonien, c'est l'étape de l'entraînement. Alors, il y a un entraînement avant de décrocher un entretien. Donc, c'est notamment s'entraîner à utiliser les différentes approches pour capter les opportunités. Vous avez bien évidemment les sites d'emploi, ce qu'on appelle les job boards. 58% des recruteurs recrutent au travers des job boards, mais vous avez aussi les candidatures spontanées. Donc 42% des candidatures qui ont réellement un intérêt font mouche dans les entreprises. Donc la candidature spontanée, elle n'est absolument pas à négliger. Et puis, vous avez les réseaux professionnels et les réseaux personnels au travers desquels vous avez aussi la possibilité de trouver la mission d'alternance qui vous correspond. Donc, j'imagine, je ne peux pas imaginer que ce ne soit pas le cas, que vous avez tous un profil LinkedIn, que vous avez tous soigné votre photo et je dirais le descriptif de votre parcours sur LinkedIn et que vous soignez également les réseaux personnels. Puisque en général, un recruteur, il googleise les gens qu'il rencontre, alors peut-être pas forcément dans le cadre du premier entretien, mais un petit coup de Google pour faire la différence entre deux candidatures, en général, ça se fait assez régulièrement. Donc, faites attention aussi à ce qui peut circuler vous concernant sur les réseaux sociaux, parce que ça peut vous porter préjudice. Ensuite, il y a collecter l'information et cerner le besoin de l'entreprise. Donc, on a parlé de la cible. Une fois que vous avez cerné les secteurs d'activité porteurs ou ceux qui vous tiennent à cœur, sur lesquels vous auriez éventuellement envie de vous essayer dans le cadre de votre alternance, et avant d'envoyer votre candidature, il faut que vous preniez un peu de temps pour collecter l'information, aller sur le site de l'entreprise pour mieux cerner sa politique ressources humaines, mieux cerner son besoin, mieux cerner ses valeurs. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais ça va vous être utile à la fois pour personnaliser votre lettre de motivation et puis en préparation de l'entretien. Donc, c'est important aussi que vous puissiez à un moment donné avoir ce réflexe-là, prendre ce temps-là avant d'envoyer votre candidature. Et la personnalisation des CV, j'en ai parlé avant, mais j'insiste encore une fois, elle vient dans ce cadre-là. Donc, toute la recherche et collecte d'informations que vous allez pouvoir faire au préalable va vous aider à personnaliser vos CV pardon, et vos lettres de motivation. Et puis, ce qu'on va attendre de vous aussi, c'est de pouvoir à un moment donné être curieux. Alors, la curiosité, elle se fait quand vous surfez sur Internet. Vous pouvez aussi élargir vos champs de recherche. Vous pouvez aussi peut-être au travers des annonces, au travers des news auxquelles vous pouvez être connecté, détecter soit des entreprises, soit des secteurs d'activité auxquels vous n'aviez pas pensé auparavant et qui peuvent tout à fait aussi répondre à vos attentes et avoir des besoins concernant des alternants. Tisser sa toile, c'est aussi important. J'ai parlé des réseaux, il y a les réseaux sociaux et puis il y a votre réseau professionnel, personnel. Je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas que vous hésitiez aussi à parler de ce que vous recherchez autour de vous, à identifier au travers de votre réseau d'amis, votre réseau familial, des contacts des amis d'amis d'amis, qui pourraient éventuellement vous mettre en contact avec une personne qui travaille dans une entreprise qui correspond à votre cible, qui pourrait éventuellement vous communiquer des informations, qui pourrait éventuellement faire circuler votre CV. Donc, c'est ce que j'appelle tisser sa toile et c'est essentiel sur un marché qui est extrêmement concurrentiel, où on reçoit des dizaines et des dizaines de candidatures pour une offre, de pouvoir se démarquer. Et tisser sa toile, ça fait partie aussi des outils qui vont vous permettre de vous démarquer.
Ensuite, il y a l'entraînement qui concerne la préparation de l'entretien. Ce qu'on va vous demander quand vous allez être en entretien, c'est de vous présenter et d'exposer votre projet professionnel. Donc, la personne qui est en face de vous, dites-vous qu'elle est aussi stressée que vous. Recruter un alternant, c'est lourd pour une entreprise parce que si l'entreprise s'est trompée, si l'alternant qui l'a recruté ne fait pas l'affaire, c'est compliqué à gérer. Donc, le choix d'un alternant est tout aussi important que le choix d'une personne qu'on va recruter en CDI ou en CDD ou en intérim. Donc, il est essentiel que vous soyez entraîné à vous présenter, exposer votre projet professionnel de manière fluide, avec une qualité d'expression orale sans faute d'expression, sans relâchement dans l'expression, que vous soignez votre présentation physique également. La ponctualité, je n'avais pas prévu d'en parler, mais c'est essentiel aussi. Quand on se présente à un entretien, on est ponctuel. Alors, il peut y avoir certains moments je dirais, des difficultés. Mais il vaut mieux que vous partiez 1 heure à l'avance pour vous assurer, quitte à aller, alors j'allais dire prendre un café. Aujourd'hui, les cafés sont fermés, mais voilà, c'est important aussi. Ça fait partie du professionnalisme qu'on va attendre de quelqu'un qu'on va recruter et qui va faire un bout de chemin au sein de l'entreprise. Valoriser ses compétences. Donc, j'ai parlé des soft skills tout à l'heure, j'ai parlé des expériences que vous pouvez valoriser. On s'entraîne aussi à valoriser ces expériences. Donc, une fois qu'on est clair sur l'exemple, la compétence qu'on a envie de mettre en avant, eh bien, on s'entraîne à l'exposer auprès de ses camarades dans des petits ateliers de training, juste pour être sûr qu'on est fluide dans l'expression, qu'on est clair dans les mots qu'on emploie, parce que c'est une chose d'avoir des idées claires dans sa tête, et je pense que vous avez déjà fait l'expérience de j'ai l'idée claire dans ma tête et au moment où je m'exprime, ce qui sort, c'est pas exactement ce que j'aurais voulu et le message que j'avais envie de faire passer, il n'est pas totalement bien perçu ou accepté ou intégré par mes interlocuteurs. Donc, l'entraînement va vous aider aussi à être percutant et à être convaincant et à être à l'aise et à prendre confiance en vous aussi au travers des entretiens que vous allez avoir. Anticiper les attentes du recruteur, donc c'est au travers d'une annonce, au travers d'un besoin dont vous avez pris connaissance, pour lequel vous avez envoyé une candidature, vous pouvez déjà anticiper les questions qui vont vous être posées. Donc n'attendez pas qu'elles vous soient posées, vous pouvez les intégrer dans votre présentation. Que ça vous donnera, ça sera un gage d'assurance pour le recruteur et puis ça vous donnera aussi la possibilité de prendre une longueur d'avance par rapport aux questions qu'il vous poserait. Et puis, je dirais que pour un recruteur, c'est agréable aussi d'avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle, a préparé son entretien, a les idées claires, et puis c'est un minima renseigné sur l'entreprise. Poser les bonnes questions, donc c'est aussi important qu'au travers des questions que vous allez poser, votre interlocuteur ait le sentiment à la fois que vous avez encore une fois préparé votre entretien et que vous portez un intérêt à l'entreprise, que vous vous intéressez à ces problématiques, que vous êtes curieux, que vous avez fait des recherches, etc. Donc, c'est important aussi de poser des questions qui sont pertinentes. Et puis, le dernier point, c'est maintenir le lien, le contact. Ça vient après l'entretien. Écrire un mail, remercier votre interlocuteur d'avoir pris le temps de vous recevoir, faire un petit mail de synthèse sans faute d'orthographe. Donc, si vous êtes un peu faible en orthographe, prenez la peine de demander à quelqu'un de votre entourage qui a un œil plus aiguisé de vous relire avant que le mail se perde dans les boîtes mail de vos interlocuteurs. Ça pique un peu les yeux quand on reçoit des mails avec des fautes d'orthographe. Donc, c'est essentiel aussi qu'on puisse tester votre capacité à écrire en bon français au travers des mails que vous allez envoyer. Et donc, remercier votre interlocuteur et faire un mail de synthèse de ce que vous avez compris de sa problématique et lui réitérer votre motivation pour intégrer l'entreprise. Ça aussi, c'est je dirais, des démarches qui font la différence.
Cultiver la chance, je vous disais, peut-être que certains d'entre vous pourraient être surpris, mais la chance, elle se cultive et notamment au travers je dirais, de votre capacité à créer des conditions d'apparition des opportunités. Et vous avez, comme tout un chacun, la possibilité de créer les conditions qui vont vous permettre de voir des opportunités. Les opportunités, en général, elles se créent sous 4 formes. Elles se créent au travers d'une rencontre avec une personne. Ça peut être un dîner, ça peut être un entretien, ça peut être un forum, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer de manière tout à fait fortuite, mais qui va vous permettre à un moment donné de vous connecter avec une personne, qui va vous permettre de vous connecter avec une autre, qui aura un besoin qui correspond à ce que vous recherchez. Et puis, ça peut être aussi dans les informations que vous allez saisir et qui vont vous ouvrir des champs de possibilités. Donc, être attentif aux informations qu'on vous communique, c'est aussi un moyen pour vous de créer des opportunités. Ça peut être aussi les décisions qui sont prises à un endroit. Je fais référence notamment aux dispositions qui ont été prises dans le cadre de la crise sanitaire, qui peuvent vous ouvrir des opportunités aussi, de pouvoir vous laisser notamment le temps un petit peu plus important, un petit peu plus long que la normale pour trouver une entreprise qui va vous accueillir en alternance. Ça aussi, c'est une opportunité. Et puis, la dernière forme pour créer des opportunités, c'est l'identification d'une demande, d'un besoin auquel vous allez pouvoir répondre. Deuxième élément qui va vous permettre de cultiver votre chance, c'est d'être curieux et d'attentif à ce qui se passe autour de vous. La chance déteste la routine. Donc, pour pouvoir rencontrer des opportunités nouvelles, il faut savoir et oser sortir du cadre. Donc, vous êtes accompagné chez Next par des personnes, des professionnels. N'hésitez pas à un moment donné à pouvoir proposer des façons différentes d'aborder une entreprise et à tester aussi cette façon-là de l'aborder parce qu'elle peut porter ses fruits. Donc sortir du cadre, c'est aussi une façon de vous différencier et de créer des opportunités. Avoir un objectif clair, un projet défini, un projet précis va vous permettre aussi d'être beaucoup plus attentif à ce qui se passe autour de vous. Comme disait Pasteur, la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Donc, qui est bien préparé a un objectif clair et un projet défini et vous serez en capacité de percevoir des opportunités intéressantes et d'identifier la bonne rencontre. Travailler son réseau, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est créer des liens, mettre en relation, parce que vous pouvez aussi, au travers de votre réseau personnel, pouvoir connecter des personnes de votre entourage qui vont les aider à atteindre leur objectif. Mais tout ça, ça fait boule de neige. C'est un cercle vertueux dans lequel vous allez vous inscrire. Donc, travailler son réseau, c'est aussi contribuer à connecter des personnes de votre entourage entre eux, de façon à pouvoir les faire avancer dans leurs objectifs personnels. Et puis, ne pas hésiter, je vous le disais tout à l'heure, à parler, dès que vous avez les idées claires sur votre projet, à en parler autour de vous. Plus vous en parlerez autour de vous, plus vous optimiserez votre réseau et vous augmenterez les chances de pouvoir, à un moment donné, être connecté à une bonne personne. Et puis, le dernier point, c'est capitaliser sur ces échecs. Je vous ai dit sur l'un des premiers slides qu'il fallait garder confiance et que des refus, des difficultés, vous allez rencontrer. Mais c'est ce qui va aussi vous permettre à un moment donné d'avancer. L'échec, il est fait pour vous aider à avancer. Donc, les grandes réussites, elles sont jalonnées de problèmes et d'échecs. Et comme on dit, la chance, ce n'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous allez faire avec ce qui vous arrive. Donc, c'est cette capacité à un moment donné de pouvoir faire un bilan des échecs, même si c'est douloureux, de ne pas les mettre de côté en disant j'ai pas eu de bol, c'est pas lui il a eu du bol, moi non. Non, c'est de pouvoir à un moment donné avoir une vision lucide sur ce qui s'est passé, de façon à pouvoir vous améliorer. Et donc, ça fait la transition avec l'avant-dernière slide. J'ai bientôt fini ma présentation. Il est essentiel que vous analysiez votre performance. Donc, c'est ce que j'appelle, il est essentiel que vous rentriez dans un processus d'amélioration continue.
Et ça passe d'abord par le regard que vous allez porter sur ce que vous avez fait, vos réalisations. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Pourquoi? Comment vous pourriez demain, si vous étiez dans la même situation, ne pas vous mettre en difficulté, pouvoir à un moment donné apporter la bonne réponse, le bon argument. Donc c'est ce que j'appelle être en capacité de reproduire ce qui fonctionne, corriger ce qui peut être corrigé et arrêter, ni plus ni moins, des comportements ou des actions qui ne portent pas leurs fruits et qui sont contre-productives. Analyser sa performance, ça passe aussi par le partage que vous allez faire de votre expérience avec votre environnement. Se tester, s'entraîner avec vos collègues, c'est essentiel. C'est important qu'à un moment donné, vous puissiez tirer parti des expériences de vos collègues. C'est essentiel que vous puissiez aussi vous mettre en situation de recueillir le feedback de vos collègues. Vous êtes dans un environnement qui est bienveillant. Notre objectif, c'est que vous puissiez décrocher une alternance. Donc, il faut à un moment donné que vous puissiez aussi vous ajuster. Vous allez avoir des entretiens de recrutement à l'issue desquels vous allez avoir des réponses négatives, mais vous n'aurez pas la possibilité de savoir pourquoi vous n'avez pas été retenu. Parce que le recruteur ne va pas avoir le temps de vous donner des explications. Et puis souvent, pour être tout à fait honnête, on a un certain nombre de recruteurs qui manquent aussi de courage. Donc, partager avec votre environnement, vous mettre en situation d'entretien de recrutement va vous permettre d'avoir ce feedback-là. Tiens, j'ai pas bien compris ce que tu disais là. Ah, tiens, non, là, cette expression-là, c'est pas top. Évite. Voilà. Donc, c'est ce genre de choses qu'il va falloir que vous pratiquiez de façon à pouvoir être dans ce processus d'amélioration continue qui va au final vous permettre de décrocher votre mission. Et puis, c'est s'inspirer des réussites des autres parce que plus le temps va passer, plus c'est tout le mal que je vous souhaite, plus vous allez être nombreux à décrocher des missions en alternance. Et ça, c'est important aussi que vous puissiez, que les personnes qui vont décrocher leur mission fassent un retour d'expérience. Qu'est-ce qui, selon elles, a contribué à faire en sorte qu'elle soit choisie plus qu'un autre candidat? Qu'est-ce qu'elles ont mis en œuvre de différent qui a fait ses preuves, etc. Donc, de façon à ce que vous puissiez vous en inspirer. Ne travaillez pas seul, la période est difficile, c'est important que vous puissiez échanger, collaborer, partager. Il y aura de la place pour tout le monde. L'essentiel, c'est que vous puissiez à un moment donné être dans une logique régulière, méthodique et professionnelle. Le dernier slide, c'est un slide plutôt humoristique. Si vous aviez envie de créer facilement les conditions de votre échec. Donc, si à un moment donné, votre objectif, c'était de ne pas décrocher finalement d'alternance, j'en ai listé 8, il y en a beaucoup d'autres. C'est de démarrer déjà sans projet professionnel. Donc, ne pas être clair par rapport à qui vous êtes, pourquoi vous faites cette formation, quel est votre objectif professionnel, en quoi c'est cohérent par rapport à ce que vous avez vécu auparavant, qu'est-ce que vous avez à proposer à l'entreprise. Si vous démarrez sans être préparé et sans avoir les idées claires par rapport à ça, c'est sûr que vous ne convaincrez personne. Envoyez des lettres et des CV impersonnels. On en reçoit des tonnes, des CV. Donc, un CV, une lettre de motivation, c'est 10 secondes. Donc, si votre CV n'est pas à un moment donné personnalisé, il va rentrer dans les centaines, voire peut-être les milliers dans certains cas de candidatures qu'on reçoit. Il sera classé, pour parler trivialement, en classement vertical dans la poubelle. Faire du volume. Ça ne sert à rien de faire du volume, dire j'ai envoyé 200, 300, 400 candidatures. Si les lettres, les CV sont impersonnels, si vous avez tapé tous azimuts, il y a peu de chances pour que vous arriviez à vos fins. J'en ai parlé tout à l'heure, faire du stop and go. Donc, envoyer des candidatures et puis arrêter en attendant que ça retombe, en attendant d'avoir des retours. En général, ça ne marche pas. Donc, il faut continuer à être dans une démarche régulière pour pouvoir à un moment donné maximiser les chances de décrocher des entretiens et de décrocher la bonne alternance. Ne répondre qu'à des annonces, on l'a vu précédemment, il y a d'autres démarches qui doivent être entreprises en parallèle
pour pouvoir maximiser les chances de décrocher une mission en alternance qui vous intéresse. Aller en entretien sans être préparé, il va sans dire, j'en ai suffisamment parlé auparavant. La préparation en amont de l'entretien est essentielle pour pouvoir vous permettre de sortir du lot. Tout miser sur une seule opportunité. Ne croisez pas les doigts très très fort en vous disant vous êtes en phase finale d'entretien, j'arrête mes recherches, ça va marcher. Vous avez encore une probabilité de ne pas être retenu. Donc, tant que vous n'avez pas votre contrat en poche, que vous ne savez pas à quelle date vous démarrez, continuez vos recherches, continuez à envoyer des candidatures, continuez à répondre à des annonces, continuez à activer votre réseau. Et puis, le dernier point, c'est de croire au hasard. Je vous ai dit de cultiver votre chance, mais ne croyez pas au hasard puisque le hasard n'existe pas. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Je crois que j'ai fait 20 minutes, c'est ça? Prêt? Oh, un petit peu plus. Je suis à votre écoute pour les questions qui auront été récoltées par Guillaume, peut-être. Alors, rebonjour à toutes et tous. Écoute, en tout cas, bravo Agnès et merci beaucoup parce que je pense que tu as été très clair parce qu'on a une question qui vient d'être posée. Donc, Coralie qui est en alternance dans la formation donc web designer, les entreprises lui demandent souvent un portfolio et donc elle se pose la question, est-ce que ça peut être un frein de ne pas en avoir pour décrocher son alternance? Alors, qu'est-ce qu'un portfolio? Alors, un portfolio, si je ne dis pas de bêtises, donc ça va être un document récapitulatif un peu comme le CV et qui va pouvoir présenter notamment les projets qu'on peut avoir, notamment en web design. Tu sais, ils travaillent souvent sur des projets. Et donc, ça va être un récapitulatif. C'est une mise en forme vraiment différente du CV et un peu plus, on va dire, un peu plus graphique comme présentation que le CV. Et donc, Coralie pourra me corriger éventuellement en discussion si jamais je dis une bêtise, mais voilà, pour moi, c'est ça. C'est un résumé de projet en web design. Sur... Alors, certaines entreprises vont mettre la barre assez haute peut-être je vais apporter une réponse qui est un peu triviale, mais peut-être que ce n'est pas forcément ces entreprises-là qui vont être en mesure d'offrir une alternance au niveau de formation, parce que là je fonctionne un petit peu à l'aveugle, mais au niveau de formation qu'a aujourd'hui Coralie. On a certaines entreprises qui vont rechercher des personnes qui ont peut-être 1 ou 2 années d'alternance derrière elles, donc qui ont déjà été amenées à produire ce type de projet-là. Je ne sais pas si je réponds à la question. Là, je ne sais pas comment on peut contourner cet écueil-là. Le portfolio, je comprends qu'on ne peut pas l'inventer. Donc après, c'est peut-être de démontrer au travers d'expériences personnelles qu'est-ce qui pourrait se rapprocher le plus ou qu'est-ce qui pourrait être mis en valeur dans le cadre de cette recherche d'alternance, qui pourrait démontrer la capacité qu'a Coralie de créer un portfolio qui soit consistant et qui soit satisfaisant par rapport aux entreprises. Et après, c'est d'élargir le plus possible. Vous aurez des entreprises qui sont exigeantes et puis d'autres qui le sont moins. Donc, c'est d'où l'importance de pouvoir être assez ouvert dans sa recherche de façon à ne pas être confronté à ces difficultés-là. Parce que des objections sur le manque d'expérience, sur vous avez fait ci mais vous n'avez pas fait ça, vous avez développé telle ou telle mission, vous avez développé telle ou telle compétence, mais ce n'est pas celle-là que je veux, vous en aurez. Donc, c'est important à un moment donné de pouvoir élargir le plus possible. Et il est évident, même si c'est un peu plus compliqué, il est évident que moins on a d'expérience professionnelle, plus c'est important. Parce que moins on a je dirais, de track record ou d'expérience ou de situation sur lequel on peut s'exprimer.
qui démontrent des compétences professionnelles. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier les soft skills. Les soft skills, c'est essentiel. Ce qu'on va demander à quelqu'un qu'on va accueillir en alternance, c'est un état d'esprit, quelqu'un qui va être, chez qui on va sentir une curiosité, une ouverture, une flexibilité, une capacité d'adaptation. Tout ça, c'est des soft skills. Moi, je préfère recruter quelqu'un chez qui je sens de l'énergie, une envie d'apprendre, une capacité à pouvoir jongler entre plusieurs missions. Et je sais que cette personne-là, elle va me prendre du temps en accompagnement, ça va être plus long pour moi de la montée en compétence que quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, mais qui sera plus éteint, peut-être plus sûr de lui, et qui sera moins énergique, moins vif dans la façon qu'il aura de se présenter et de présenter son projet professionnel. Donc, c'est essentiel de pouvoir, à un moment donné, transmettre votre volonté, vos envies, votre curiosité, votre intérêt à l'entreprise, à l'interlocuteur que vous allez avoir en face de vous. Merci beaucoup Agnès. Et donc effectivement, voilà, pour terminer et conclure sur ce que tu viens de dire, voilà, Coralie, tu peux aussi t'entraîner à côté pendant ta recherche, justement travailler sur des nouvelles créations que justement tu pourras ajouter à ton portfolio directement. Ça permettra justement d'en communiquer à nouveau que tu vas alimenter au fur et à mesure de tes recherches. Voilà. Exactement, c'est-à-dire que c'est au travers aussi de la formation que vous suivez que vous allez pouvoir à un moment donné plugger des compétences sur lesquelles vous allez pouvoir parler parce que vous les aurez balayées dans le cadre de votre formation. J'ai également donc une autre question. Je pense, alors donc Alvin, j'imagine, qui est en formation en Bac+2, qui faisait la remarque, les entreprises souvent cherchent des personnes qui ont déjà des compétences ou qui sortent de l'école. Comment je peux me mettre en avant face à ça? Alors, j'en ai déjà parlé, hein, c'est de se mettre en avant. Alors, toutes les alternances, toutes les offres en alternance ne correspondent pas à votre profil. Hein. Donc, certaines vont être plus dédiées à des gens expérimentés et puis d'autres seront peut-être plus ouvertes à des personnes qui ont moins d'expérience professionnelle. Et ça, c'est le cas pour les alternances et c'est le cas pour les recherches d'emploi au sens plus large. Donc, c'est de capitaliser, donc c'est déjà de bien cibler et de capitaliser sur à la fois vos soft skills et d'activer vos réseaux. Encore une fois, quand on a une expérience sur laquelle on peut capitaliser, qu'on peut valoriser, à la fois sur son CV, je dirais dans ses entretiens de recrutement, c'est plus facile. Donc, la candidature à annonce va être un levier qui sera plus, je dirais, peut-être plus efficace. Encore une fois, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est entreprendre des démarches qui vont vous permettre d'accéder aux personnes qui recrutent, de vous faire connaître auprès des personnes qui recrutent. Votre réseau peut vous permettre de vous faire connaître. Les candidatures spontanées peuvent vous permettre de sortir du lot aussi, en fonction de ce que vous allez envoyer à la fois et ce qui sera inscrit sur votre CV et ce qui sera écrit dans votre lettre de motivation. C'est sûr que ça demande plus d'efforts. Il ne faut pas se voiler la face. C'est moins facile quand on a moins d'expérience que quand on peut démontrer qu'on a développé telle ou telle compétence professionnelle. Donc, la posture, la façon que vous allez avoir d'aborder les recruteurs, la façon que vous allez avoir de rentrer en contact avec eux va faire la différence. Mais c'est plus fastidieux, je suis d'accord. Mais on a tous démarré. Et ma recherche d'emploi a été compliquée. Mais vous voyez, j'y suis arrivée. Ça fait 25 ans que je bosse. Et voilà, donc il n'y a aucune raison qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas non plus pour vous.
D'accord, merci beaucoup Agnès. J'ai également une autre question donc, de Soubika qui se demande, voilà, après avoir postulé à une offre et sans avoir de réponse, est-ce qu'aller directement dans l'entreprise est mal vu ou ça peut montrer en revanche une motivation supplémentaire? Alors, ça dépend quelle entreprise. Si c'est une PME, pourquoi pas, qui est facilement accessible, pourquoi pas. Moi, je conseillerais davantage de pouvoir peut-être relancer par un appel téléphonique, voire un petit mail éventuellement, gentiment relancer, dire j'ai envoyé ma candidature, je suis très motivée à la mission que vous proposez, j'aurais souhaité savoir si vous avez pris le temps de la considérer, etc. Voilà. Donc, mais ça peut être une option. Euh, mais avant ça, voilà, il y a peut-être d'autres étapes avant cela qui peuvent aussi vous permettre d'avoir une réponse. Et puis encore une fois, je crois qu'il faut accepter à un moment donné de ne pas avoir de réponse. C'est cruel, c'est injuste, c'est irrespectueux, mais aujourd'hui, on est je dirais, dans un contexte où les recruteurs n'ont malheureusement pas le temps de répondre à tout le monde. Et donc, il faut que vous en preniez votre parti. Euh, et c'est d'autant plus important de vous projeter dans les prochaines étapes plutôt que de rester scotché sur j'ai pas eu de réponse, il m'a pas répondu, c'est pas normal. Quelque part, c'est quelque chose qui vous immobilise et qui en plus peut alimenter chez vous à la fois de l'aigreur, qui dit aigreur dit potentiellement une agressivité qu'on pourra ressentir dans le cadre des entretiens. Ça peut aussi vous faire perdre confiance en vous. Donc, voilà, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. L'essentiel, c'est qu'à un moment donné, vous soyez en mesure alors dans certains cas, vous n'avez pas les réponses, vous ne pouvez pas apporter des réponses, mais dans la majorité des cas, c'est de dire faire un retour sur image de ce qui s'est passé. Alors, c'est surtout quand on est pas retenu à l'issue d'un entretien. Se dire, tiens, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Et puis, de faire un retour aussi, quand je vous disais tout à l'heure, dans le cadre de ma présentation, euh, être régulier, se fixer des objectifs et être endurant, et surtout, à un moment donné, d'évaluer ce que vous avez fait. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Est-ce que c'est mes CV qui ne sont pas suffisamment personnalisés? Est-ce que c'est la façon que j'ai de rechercher? Quelles sont les approches qui aujourd'hui ne portent pas leurs fruits alors que pour les autres, ça marche? Hein, donc c'est Merci. important aussi d'avoir cet esprit critique permanent parce que ça vous permet aussi à un moment donné de vous améliorer. Et puis, dites-vous que ce que vous vivez aujourd'hui au travers de votre recherche d'emploi, vous pouvez aussi en parler comme étant une expérience sur laquelle vous capitalisez. Parce que la ténacité, l'organisation, la force de conviction, votre capacité à analyser vos réussites et vos échecs, tout ça, vous êtes en train de le vivre au travers de votre recherche d'emploi. Donc, c'est une formidable expérience que vous avez là de pouvoir à un moment donné en parler aussi dans le cadre d'un entretien de recrutement. Et le recruteur, il sera tout à fait intéressé de vous entendre sur la façon dont vous percevez aujourd'hui votre recherche. Qu'est-ce qui est difficile pour vous? Comment vous contournez les écueils que vous retrouvez sur votre route pour pouvoir à un moment donné ne pas lâcher le morceau et atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc, cette expérience-là, cette démarche, c'est une formidable expérience de vie et c'est une formidable expérience tout court sur laquelle vous pouvez parler en entretien et illustrer vos soft skills. Très bien, merci beaucoup Agnès. J'ai également une question. Donc, voilà, je suis actuellement en licence. Voilà, j'ai une licence actuellement qui est dans un domaine très précis et très technique. Aujourd'hui, je suis en master qui est dans un domaine, on va dire, bien différent de ce que j'ai pu faire avant. Est-ce que je dois privilégier ma recherche d'alternance dans mon domaine
de prédilection donc, en licence ou plutôt avantager mes recherches sur ce nouveau domaine de formation? Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. J'imagine que vous êtes en formation chez Next, donc vous avez choisi de faire cette formation-là pour un certain nombre de raisons. C'est important que vous soyez au clair par rapport aux raisons qui vous ont amené à vous inscrire dans cette formation-là. Donc, si vous êtes au clair par rapport à ces raisons-là, j'aurais tendance à vous dire, c'est dans cette voie-là qu'il faut que vous chargiez votre alternance et pas dans la formation que vous avez suivie auparavant. Parce que quelque part, ça ne répondrait pas aux standards qu'on va vous demander d'acquérir dans le cadre de la formation que vous avez aujourd'hui. Je ne suis pas sûre d'avoir compris, hein, mais… Oui, je vais peut-être reformuler un peu, parce que effectivement, j'essaie de généraliser un peu la question, et je vais dire précisément en fait la question. Donc là, c'était donc j'ai une licence donc professionnelle en froid et en climatisation. Oui, Donc j'ai de l'expérience dans ce domaine à travers mes stages. Aujourd'hui, oui. je suis en master entrepreneuriat et innovation. Donc pour ma recherche d'alternance, dois-je chercher dans ce domaine de compétences que j'ai déjà de base, ou plutôt dans le domaine d'études que je suis en train de faire? J'aurais tendance à dire dans le domaine d'études que vous êtes en train de faire, en sachant que vous pouvez tout à fait capitaliser sur ce que vous avez fait auparavant, puisqu'il y a un certain nombre de compétences que vous avez pu acquérir ou commencer à développer dans vos expériences passées qui sont transférables et que vous pouvez valoriser dans votre recherche d'alternance et qui vise la formation dans laquelle vous êtes inscrit. Donc, après, je ne sais pas si c'est le domaine ou le secteur d'activité, parce que vous pouvez aussi, si vous faites une formation en innovation, vous pouvez tout à fait trouver des entreprises qui sont sur le secteur d'activité dans lequel vous avez officié dans le cadre de votre ancienne formation, qui peuvent être intéressées par cette formation-là. Et finalement, ça peut doublement les intéresser, vous connaissez déjà leur secteur d'activité. Donc, je dirais que je pense qu'il faut pour le coup, essayer de multiplier les opportunités de manière la plus large possible. Je ne sais pas si je réponds mieux à la question. Très bien, merci Agnès. Bah, écoute, c'était la dernière question pour le moment qu'on a reçue. Donc, si jamais certains veulent poser des questions, et c'est encore Bon, possible, donc, vous avez cet onglet questions et réponses que vous pouvez utiliser. N'hésitez pas, sinon évidemment, si vous avez des questions après ce webinaire, voilà, vous avez les coordonnées de vos chargés de relations entreprises, d'accord? N'hésitez pas, je dis souvent en coaching et on le répète souvent, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, d'accord? On est à votre disposition, vous avez nos numéros de téléphone, nos adresses mail, voilà, on est content de savoir quand ça va, mais aussi quand ça ne va pas, parce que ça nous permet de travailler ensemble, d'accord? Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Je ne sais pas si Agnès, tu voulais rajouter un dernier mot? Oui, je pense que, enfin, je veux pas me répéter une ultime fois, mais euh, il faut garder en tête votre objectif. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes bien accompagné. Il faut que vous utilisiez l'ensemble des leviers qui sont à votre disposition pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Et faites de l'expérience que vous vivez aujourd'hui, aussi difficile soit-elle, un vrai enrichissement à la fois professionnel et également personnel. C'est dans l'adversité qu'on apprend le plus. En revanche, si vous êtes dans une posture de dire, je vais être très caricatural, mais je suis rentrée chez Next parce que j'ai vu de la lumière, que l'informatique, c'est un métier qui est en tension. Donc, sur un malentendu, en balançant 2-3 CV, je vais trouver une alternance. C'est pour le coup, si vous en décrochez une, vous m'appelez, parce que je vous offre une bouteille de champagne. Mais ça risque, à mon avis, pas de marcher, surtout par les temps qui courent. Donc voilà, je pense que vous êtes bien accompagnés. L'équipe de Next est là pour vous encadrer, pour vous aider à progresser. Donc il ne faut pas hésiter à les actionner. Et puis surtout à ne pas lâcher le manche parce que ce sont des méthodes, encore une fois, qui ont fait leurs preuves. Si elles ont fait leurs preuves
pour des millions de personnes qui ont cherché un job avant vous, il n'y a aucune raison qu'elles ne fassent pas leur preuve pour vous. Le tout, c'est d'être patient et de vous dire qu'à un moment donné, ça va finir par porter ses fruits. Là, vous plantez des graines. Donc, plus vous en plantez, plus vous avez des chances que ça pousse. Mais quand on plante 10 graines, elles ne lèvent pas toutes. Donc, voilà, il faut que vous ayez aussi ça en tête. C'est-à-dire que plus vous multiplierez vos canaux d'approche, plus vous multiplierez les candidatures, plus vous élargirez vos cibles, plus vous serez préparé en entretien, plus vous aurez de chances d'être choisi. Peut-être que vous décrocherez même, vous aurez peut-être 2 offres. Donc, et vous aurez peut-être le choix du roi. Vous aurez peut-être le luxe vous paierez peut-être le luxe de choisir votre mission en alternance. En tout cas, si vous fonctionnez comme ça et si vous ne lâchez rien, il n'y a aucune raison que ça ne porte pas ses fruits. Très bien, merci beaucoup Agnès. Bon, écoute, donc oui, donc j'ai une dernière question là dans le chat. Bonsoir, quels sont les contacts à contacter après le webinaire? Voilà, comme j'ai pu le mentionner, donc vous avez normalement les coordonnées de vos chargés de relations entreprises. Donc ça peut être Simon, Julie, Thomas, Coralie, Marion ou moi-même. D'accord? Donc vous avez forcément soit l'adresse mail ou le numéro d'un de ces interlocuteurs. Donc, si vous ne les avez pas, vous pouvez évidemment les demander à vos camarades qui doivent les avoir. Sinon, retrouvez vos mails. Vous avez forcément ces contacts-là quelque part. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà. Merci, merci d'avoir été si nombreux pour ce webinaire. Moi, j'ai été ravie de partager mon expérience et puis mes partis pris. Je pense que c'est des partis pris, mais qui sont partagés par la majorité des personnes qui travaillent dans la communauté des ressources humaines. Donc, je ne pense pas être complètement à côté de la plaque. Vous avez mes coordonnées sur LinkedIn, donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez besoin. Je ne vous trouverai pas d'alternance, je vous le dis tout de suite, parce que je travaille à mon compte, donc je n'ai pas de besoin. Mais en tout cas, je vous souhaite bonne chance dans vos recherches. Encore une fois, faites preuve de ténacité et ça finira par payer, j'en suis persuadée. Très bien. Merci beaucoup Agnès en tout cas pour cet échange. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux et d'avoir suivi ce webinaire. Mais écoutez, voilà, on va vous laisser pour la soirée. Encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter et à nous poser des questions si jamais vous en avez dit prochainement. Et puis écoutez, très bonne soirée à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.